Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue. Merci de nous joindre à nous aujourd'hui pour notre webinaire de la série d'apprentissage GATSI sur le sujet de la chirurgie et de la stomie dans la maladie de Crohn et colite. Je m'appelle Sabrine Cagny et je suis la coordinatrice du développement et engagement communautaire au Québec. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Constantine Malakos, qui est le coordinateur du développement et engagement communautaire Montréal. Avant de commencer le webinaire, faisons le point sur la logistique technique. Donc, cet événement est proposé en anglais et en français. Pour écouter en anglais, veuillez sélectionner Interprétation, qui est l'icône du globe dans la barre de menu du Zoom, et sélectionner la langue anglais. Si vous rencontrez des problèmes techniques pendant l'événement, veuillez essayer d'actualiser le navigateur de votre site web ou de relancer le webinaire Zoom. Vous pouvez utiliser la boîte de questions et réponses de la barre de menu Zoom pour soumettre vos questions et commentaires. J'aimerais commencer par reconnaître l'histoire et le patrimoine des peuples indigènes du Canada. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et nos cédés de tous les métis, inuits et de Premières Nations qui vivent sur ces terres. En reconnaissant leur territoire traditionnel, nous faisons preuve de respect à l'égard des communautés autochtones et favorisant la réconciliation. Avant la présentation aujourd'hui, je voudrais également vous faire part d'une clause de non-responsabilité. Le contenu de cette présentation est uniquement destiné à des fins éducatives. Elles ont une valeur générale et peuvent ne pas s'appliquer à des situations médicales spécifiques. Donc, les ressources en ligne ne remplacent pas le jugement et les soins personnalisés d'un professionnel de la santé qualifié. Pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas familiers avec notre organisation, Crohn et Colite Canada s'engage à trouver un remède à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse par le biais de la recherche, de l'éducation et de la défense des intérêts. Nous visons à améliorer la vie des enfants et des adultes qui vivent avec ces maladies chroniques. Dans le cadre de nos programmes, nous proposons des événements de soutien par les pairs. Si vous ou l'un de vos proches est atteint de la maladie de Crohn ou de la colite et avez besoin de soutien, vous pouvez joindre à nous à participer à nos événements virtuels soutien par les pairs GATSI afin d'entrer en contact avec d'autres personnes qui comprennent ce que c'est que de vivre avec ou de s'occuper d'une personne atteinte de ces maladies. Nous avons plusieurs sessions disponibles en anglais et en français, notamment le 25 octobre et le 7 novembre en anglais et le 21 novembre et le 19 décembre en français. Vous pouvez vous inscrire aux prochaines sessions en scannant les codes QR sur l'écran ou en visitant notre site web à Chronécolite Entraide GATSI pour plus de mises à jour. Donc, si vous appréciez nos webinaires de la série d'apprentissage GATSI, vous pouvez également vous inscrire à notre prochain webinaire qui aura lieu le 28 novembre et au cours duquel vous découvrirez les différents facteurs impliqués dans la prise en charge des maladies inflammatoires et comment orienter les conversations avec vos prestataires de soins de santé. Vous pouvez également vous enregistrer pour sauvegarder votre place pour notre webinaire de régime méditerranéen pour les MII qui aura lieu le 18 janvier 2024. Les deux événements seront bilingues en anglais et en français. Maintenant, commençons la présentation. J'ai le plaisir de vous présenter les conférenciers d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, nous avons la docteure Colette Deslandes. La docteure Deslandes est la directrice du département de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique de CHU Sainte-Justine de l'Université de Montréal. Elle est aussi professeure clinicienne et directrice du programme des MII au CHU Sainte-Justine. La docteure Colette est l'auteur d'un chapitre éducatif sur les MII et les stomies pour le réseau promouvoir l'accès et les soins grâce au Centre d'excellence PASS de Crohn et Colite Canada.
Nous avons également le docteur Frank Schwenter qui présentera aujourd'hui. Le docteur Schwenter est professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal et travaille dans le service de chirurgie digestive de CHUM avec une activité centrée sur la chirurgie colorectale, oncologique et des maladies inflammatoires. Il a obtenu sa spécialisation en chirurgie oncologique digestive à la suite d'un stage de recherche postdoctorale de l'Université McGill à Montréal. Nous recevons également Chantal Leduc. Madame Leduc est une infirmière clinicienne spécialisée en stomothérapie ou une infirmière stomothérapeute pour la clientèle pédiatrique au centre hospitalité Université CHU Sainte-Justine, avec une expertise dans le domaine du soin des plaies et des stomies. Finalement, Marc Rouleau donnera une présentation dans le cadre de notre section consacrée à l'expérience vécue. Marc nous vient de Sainte-Marguerite au Québec et il a été diagnostiqué avec une maladie de Crohn en 1994. Il a souvent été hospitalisé et a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont une colectomie. Aujourd'hui, Marc est un mentor estimé du programme Entraide GATSI de Crohn et Colite Canada. Il s'applique aussi activement dans sa communauté régionale, mène une carrière épanouissante et ça donne à sa passion pour le ski. Sa vie est marquée par sa détermination à surmonter les défis de sa maladie et il espère inspirer d'autres personnes dans des situations similaires. Nous allons maintenant commencer avec Dr Deslandres. Veuillez lancer la présentation, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour tout le monde, donc bonsoir. On va présenter ce soir sur la chirurgie et les stomies dans les maladies inflammatoires de l'intestin, mais on s'entend que c'est un cours 101, donc ça va être un survol de chirurgie et des stomies. Donc, prochaine diapo. Donc, on a un petit sondage à faire au début. Donc, comment évalueriez-vous votre connaissance actuelle sur la chirurgie pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse? Donc, 0, pas du tout familier avec le sujet, et 10, extrêmement familier avec le sujet. Donc, en anglais, how would you rate your current knowledge of surgery for Crohn's disease and ulcerative colitis? 0, not at all knowledgeable, and 10, extremely knowledgeable. Je pense qu'on va faire la prochaine aussi. Je crois que Louchi doit nous donner les réponses, peut-être, non? Je vais commencer. Donc, je vais commencer alors. Donc, dans cette soirée, j'aimerais d'abord vous donner quelques généralités sur les maladies inflammatoires intestinales, parce que je crois que pour arriver à parler de chirurgie, il faut connaître un peu les maladies inflammatoires intestinales au Canada. Et puis, je vais vous expliquer dans quelle situation les gastro-entérologues vont demander les chirurgiens en consultation quand nos patients ont des maladies inflammatoires intestinales. Et puis, je vais terminer en vous donnant les statistiques actuelles sur la probabilité de chirurgie pour les maladies inflammatoires intestinales actuellement. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Donc, rapidement, la classification des maladies inflammatoires intestinales. Il faut dire que la maladie de Crohn, en premier lieu, peut se manifester de la bouche à l'anus. Et il se peut qu'un patient n'ait que des manifestations périanales ou que des manifestations orales, mais la manifestation la plus fréquente, la localisation la plus fréquente va être au niveau du petit intestin, à l'ilion terminal et le début du côlon. La colite ulcéreuse, par ailleurs, va toujours commencer au niveau du rectum, puis elle va s'étendre proximalement sur une longueur qui va être variable selon le patient.
En pédiatrie, surtout chez le petit en bas de 6 ans, ils vont surtout avoir des pancolites, donc tout le côlon. Et parfois, quand on a une pancolite, on a une espèce de retour même dans l'ilion terminal, mais c'est plus rare. La colite non classifiée ou indéterminée est cette colite où on n'a pas réussi à la mettre ni dans le Crohn ou la colite ulcéreuse, donc elle est non classifiée. C'est une troisième possibilité. Prochaine diapo. Donc, il faut aussi souligner que l'incidence des maladies inflammatoires intestinales augmente partout dans le monde et ce n'est pas seulement un problème qu'avant on ne les diagnostiquait pas. On a vraiment beaucoup plus de maladies inflammatoires et le Canada est parmi les pays avec le plus grand nombre de maladies inflammatoires intestinales. Prochaine diapo. Donc, juste vous dire, les prédictions des maladies inflammatoires en 2030 au Canada, c'est qu'un patient sur 100 aura une maladie inflammatoire intestinale. Et vous voyez, selon ce graphique, les différentes provinces du Canada. On voit que la Nouvelle-Écosse est toujours la province où il y a le plus de maladies inflammatoires intestinales. Prochaine diapo. Donc, ici, c'est le rapport sur l'impact des maladies inflammatoires intestinales au Canada en juin 2023 par Crohn Colite Canada. On voit qu'en 2035, 470 000 personnes seront atteintes de maladies inflammatoires intestinales au Canada. Prochaine diapo. Donc, on n'y échappe pas en pédiatrie. 25% des maladies inflammatoires intestinales vont se développer pendant l'enfance ou l'adolescence. Et l'incidence des maladies inflammatoires pédiatriques est la plus haute au Canada et en Europe du Nord. Alors, ça m'arrive à parler dans le vif du sujet. Donc, maintenant, quand est-ce que je vais demander un chirurgien pour mes patients avec maladies inflammatoires? Alors, il y a différentes possibilités. D'abord, quand la maladie est réfractaire, donc ça veut dire qu'elle ne répond pas au traitement médical. Deuxièmement, quand il y a une zone de l'intestin grêle ou du côlon qui est très rétrécie, ce qui empêche le flot normal des liquides et des sels, et ce qui va être appelé une obstruction. Troisièmement, quand il y a une perforation ou un trou dans l'intestin grêle ou le côlon. Quatrièmement, quand il y a une fistule ou un trajet anormal qui ne répond pas, qui s'est formé puis qui ne répond pas au traitement médical. Et finalement, quand il y a des changements précancéreux ou des cancers qui ont été diagnostiqués au niveau intestinal. Donc, on va reprendre chaque possibilité une par une. Je voulais juste vous dire que quand la maladie est réfractaire et qu'on considère une chirurgie, quand c'est possible, on veut toujours pouvoir faire une réévaluation endoscopique et une réévaluation par entéro-IRM. Donc, la prochaine diapo, on va d'abord faire la situation où la maladie inflammatoire ne répond pas au traitement médical. Alors, on a une première possibilité, c'est quand la colite ulcéreuse ne répond pas au traitement médical et c'est une situation urgente. Alors, dans ce temps-là, il y aura colectomie et iléostomie. Qu'est-ce que sont les situations urgentes où on n'aura pas vraiment le temps de réfléchir longtemps? Une perforation, donc un trou dans le côlon, un mégacolon toxique. Alors là, dans ce temps-là, le côlon se dilate anormalement et il est sur le point de se perforer, donc de faire un trou. Et le patient est vraiment pas bien, son état général se détériore rapidement. Ou encore une hémorragie qui est non contrôlée. Donc ça, c'est des situations urgentes où rapidement, le chirurgien va être obligé de faire un acte. Prochaine diapo. Alors, une autre possibilité, c'est quand la colite ulcéreuse, ça a été un échec à tous les traitements qu'on a actuellement de disponibles. Donc, elle ne répond pas. Mais ça, ici, dans ce temps-ci, c'est une colectomie avec iléostomie qui est prévue. Donc, il y en a même une date, etc. Alors, donc, c'est quand il n'y a pas de réponse aux traitements médicaux ou encore quand on a trouvé des changements dysplasiques comme précancéreux ou des cancers aux endoscopies.
Alors, qu'est-ce qui va arriver aussi dans la maladie de Crohn? Alors, quand est-ce qu'on va aussi demander les chirurgiens? C'est quand la maladie ne répond pas au traitement médical. Mais comme je vous ai dit, comme elle peut être un peu partout, la maladie de Crohn, dans l'intestin grêle ou le côlon, évidemment, la chirurgie à ce moment-là va dépendre de la zone atteinte. Et puis, je laisserai Dr. Schwanter discuter des différentes options chirurgicales dans ce cas. Comme point. La deuxième possibilité, c'est qu'il y ait une obstruction. Alors, qu'est-ce que c'est une obstruction? C'est encore là quand une zone de l'intestin ou du côlon est très rétrécie, ce qui empêche le flot normal des liquides et des selles. Donc, sur cette diapo, vous voyez un transit du grêle qu'on fait vraiment plus beaucoup dans l'ère moderne. On fait plutôt des entéro-IRM, mais je pense que vous voyez bien cette zone extrêmement rétrécie. C'est comme un fil et qui peut causer des problèmes digestifs majeurs. Prochaine diapo. Donc, ici, on a une situation, je vous donne un exemple d'un patient qui a 28 ans. Lui, il a une maladie de Crohn qui touche les 5 derniers centimètres de son iléon terminal. Donc, c'est la fin de son intestin grêle. Et puis, il se présente à l'urgence avec de vives douleurs dans le ventre et des vomissements incoercibles. Il rapporte qu'il a déjà eu 2 épisodes similaires, mais qui se sont résolus spontanément. Cette fois-ci, l'épisode persiste. Il faut dire qu'il a mangé du popcorn et les popcorn, le maïs est allé bloquer ce qui lui restait d'intestin tout rétréci. Donc, cette fois-ci, il est en occlusion intestinale. Il aura besoin d'une chirurgie. La troisième possibilité, c'est qu'il y ait perforation de l'intestin avec un écoulement de sel dans la cavité abdominale et formation d'un abcès. Donc, ici, on voit un trou dans l'intestin et s'il y a déversement de sel dans la cavité péritonéale, on aura un abcès intra-abdominal. Prochaine diapo. Donc, dans ce cas-ci, je vous illustre une adolescente, ça nous vient de nous arriver tout récemment. Donc, patiente de 15 ans, elle se présente pour des douleurs abdominales vraiment sévères depuis 3 jours. Elle fait de la température à 39 degrés. Elle n'a pas l'air bien, elle vomit, elle marche avec difficulté, elle est toute penchée. Puis, à l'échographie, on lui trouve un abcès dans son côté droit inférieur de l'abdomen. Et en même temps, on lui annonce qu'elle a une maladie de Crohn qu'elle ne connaissait pas. Donc, ça, c'est un cas classique. Prochaine diapo. Alors, dans ce cas-là, ce qui s'est fait, c'est qu'il y a eu une perforation, probablement une fistule, donc un trajet qui est allé dans la cavité abdominale déverser des selles et il y a un abcès dans la cavité abdominale et qui est secondaire à cette perforation d'un intestin qui était inflammatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refroidir la patiente avec des antibiotiques et on va demander à nos collègues radiologistes peut-être de drainer l'abcès s'ils en sont capables. Puis après, quand tout va être refroidi, on va essayer de déterminer l'extension de sa maladie de Crohn par les tests, scopie, etc. Et selon son évolution, elle ira ou n'ira pas en chirurgie selon ses réponses aux traitements qui lui seront offerts. Prochaine diapo. Finalement, on a aussi les maladies fistulisantes. Alors là, c'est des trajets qui se forment, soit des fistules internes qui vont s'être formées entre l'intestin et un organe interne, comme par exemple, il se peut qu'on ait une fistule entre un intestin inflammatoire et la vessie. Et à ce moment-là, on pourra même passer des gaz quand on fait des urines. Sinon, on a des fistules externes, ça connecte l'intestin à la peau. Alors, les plus fréquentes sont les fistules périanales. Dans toutes les fistules, c'est elles qui sont les plus fréquentes à 55% des fistules. Alors là aussi, dans ces cas, on évaluera, surtout dans les fistules périanales, si elles ne sont pas répondantes au traitement médical par des agents biologiques, on demandera l'aide des chirurgiens. Prochaine diapo. Ce qui m'amène à terminer avec les risques de chirurgie dans l'ère moderne. Donc, on a des études qui ont été faites et rapportées récemment.
Ici, on a des graphiques qui portent sur la maladie de Crohn, puis on voit qu'on a différentes cohortes et selon les années, on voit que par exemple 2014-2017, il y a beaucoup moins de chirurgie et cela va avec une utilisation de biologiques qui a vraiment augmenté avec les années. Prochaine diapo. Alors, ici, on voit le risque de chirurgie. Là, c'est la même diapo, mais je l'ai divisé selon les risques de première chirurgie à 5 ans. Puis quand on regarde entre 2000 et 2004, on avait 20,4 % de chirurgie à 5 ans. Et entre 2014 et 2017, presque la moitié moins, 13 %. Donc, ça, c'est très encourageant au niveau avec les années, puis les traitements qu'on peut offrir à nos patients. Et finalement, prochaine diapo. Donc ici, c'est un article récent où on montre bien qu'entre avant 2000 et après 2000, il y a eu une nette réduction des chirurgies. Et si on regarde à 10 ans, pour la colite ulcéreuse, par exemple, c'était 15,2 % avant l'an 2000 et ça a diminué à 9,6 %. Puis si on regarde à 10 ans pour la maladie de Crohn, avant l'an 2000, c'était 46,5 % et ça a redescendu à 26,2 %. Donc, avec les années, avec le temps, il y a le développement de nouvelles molécules qui sont très encourageantes. Alors voici, je vais passer la parole à Dr. Schwalter. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à vous toutes et vous tous. Et tout d'abord, j'aimerais remercier Crohn et Colite Canada pour cette invitation et pour nous permettre à nous trois de partager avec vous nos connaissances et notre expérience et de pouvoir ensuite répondre à vos questions. Donc, comme au début de la présentation précédente, prochaine diapositive, on a un petit sondage. La question qu'on vous pose est quel type d'intervention chirurgicale avez-vous subi? Et là, vous pouvez cocher toutes celles qui sont applicables, à savoir la poche en J, la colectomie, l'iléostomie, la laparoscopie, stomie permanente, stricturoplastie, résection intestinale, autre ou aucune. Donc, on va passer un petit peu au travers de l'ensemble de ces techniques. On ne pourra pas, bien sûr, aller en profondeur de chacune d'entre elles, mais pour que vous ayez une meilleure idée des différentes modalités, des différentes approches chirurgicales des maladies inflammatoires. Et là, vous avez répondu et on voit que la plupart d'entre vous avez subi soit une colectomie, soit une iléostomie ou la résection intestinale, ce qui rejoint un peu la colectomie. Et donc, vous avez déjà, je pense, bien des connaissances en ce qui concerne la résection, ce soit colectomie ou résection d'un segment intestinal, et l'estomie dont on va parler. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. On va repasser un peu rapidement en revue, puisque ça vient d'être exposé, les différentes indications qui vont mener à la chirurgie. Et ça se fait toujours en collaboration, en particulier avec nos collègues gastroentérologues, pour une prise conjointe en charge des patientes avec maladie inflammatoire. Donc, dans la maladie de Crohn, les indications chirurgicales principales sont la sténose, ce qui a été décrit auparavant, donc le rétrécissement de l'intestin, sténose inflammatoire chronique et la plupart du temps symptomatique, donc avec douleur et troubles nutritionnels qui représentent une indication chirurgicale. Les abcès, ce qui ne répondent pas au traitement médical, les fistules, qui sont les communications entre deux organes creux, comme entre deux parties du petit intestin, le petit intestin, le gros intestin, ou même entre l'intestin et la peau ou la région périanale. Donc, c'est les trajets qui sont des trajets non anatomiques, qui sont des trajets qui ont été formés par la réaction inflammatoire. La perforation, on en a parlé également, quand il y a un orifice qui se fait à cause de l'inflammation, et la maladie réfractaire au traitement médical. Prochaine diapositive.
Quant à la colite ulcéreuse, les indications chirurgicales peuvent se recouper, être similaires avec la maladie de Crohn, mais il y a des spécificités. Donc la perforation, ça c'est similaire. Une spécificité plus particulière à la colite ulcéreuse est l'hémorragie sévère par les ulcères qui peuvent atteindre les vaisseaux qui viennent vasculariser la muqueuse, donc l'intérieur du gros intestin, qui érode, entame la paroi de ces vaisseaux et ça fait une hémorragie. Donc, de l'hémorragie sévère, il y a indication chirurgicale. Le mégacolon toxique, c'est quand le gros intestin devient très dilaté par l'inflammation, ça crée une infection. Ça peut atteindre l'état général et faire même une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée du corps, et mener à une chirurgie qui est, dans la plupart du temps, une chirurgie urgente. La colite fulminante, qui est également une inflammation qui est de développement très rapide, avec infection et sans réponse au traitement rapide et qui peut mettre en danger la vie des patients. Donc, c'est une indication à une chirurgie d'urgence. La maladie réfractaire au traitement médical, comme pour la maladie de Crohn, et les néoplasies, c'est-à-dire les lésions précancéreuses et cancéreuses. Prochaine diapositive. Donc, avant une chirurgie, il serait idéal de pouvoir avoir une préparation la plus optimale pour que le patient, la patiente puisse bien supporter et récupérer de la chirurgie. Et ça, on parle des chirurgies qui sont planifiées, qu'on dit électives. C'est clair qu'on n'a pas le temps de procéder à une préparation à la chirurgie dans les cas de chirurgie d'urgence. Mais si le temps le permet et que c'est une chirurgie programmée, alors il faut optimiser certains facteurs comme la balance liquidienne, c'est-à-dire tous les volumes. Si les patients sont déshydratés, il faut leur redonner une bonne hydratation pour préserver les différents organes, en particulier les reins. La balance électrolytique, ça c'est le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium. Qui entrent dans la fonction des différents organes. C'est le même principe qu'après des vomissements profus, après une diarrhée importante, eh bien, on nous dit toujours de prendre des boissons plus salées. Tout ça, c'est pour refaire le capital en sodium, en potassium et dans les différents électrolytiques pour permettre le bon fonctionnement des organes. Il en est de même de l'apport nutritionnel. Comme vous le savez, les maladies inflammatoires de l'intestin ont un impact sur l'absorption des nutriments et il n'est pas rare que les patients se retrouvent sous-alimentés ou en déplétion nutritionnelle. Donc, il est important de pouvoir amener les apports suffisants et si ce n'est pas possible par la bouche, à cause du manque de fonction d'absorption des intestins, alors on passe à la nutrition parentérale, c'est-à-dire un apport calorique et nutritionnel par la veine. Corriger l'anémie, ça on l'a vu si les patients saignent, ils risquent de saigner également en salle d'opération, donc il faut corriger l'anémie plutôt que de devoir transfuser dans l'urgence. Quant aux médicaments qui sont administrés pour le traitement des maladies inflammatoires, eh bien, certains sont moins compatibles avec une chirurgie ou sont plus à risque de mener à des complications chirurgicales, en particulier les glucocorticoïdes, corticostéroïdes, c'est toute cette même classe d'anti-inflammatoires qui peuvent avoir des taux de complications plus importants après la chirurgie. Par contre, pour les fameuses classes de biologiques dont on a parlé et qui sont maintenant depuis une dizaine d'années ou plus euh, euh, le traitement plus courant des maladies inflammatoires, eh bien, il y a eu beaucoup de spéculations sur la nécessité ou non de les arrêter. Aux dernières recommandations des sociétés d'experts, il semblerait que la recommandation est de ne pas les cesser, donc il n'est pas nécessaire de les cesser en vue d'une chirurgie.
Prochaine diapositive. Toujours dans la préparation avant la chirurgie, pour bien connaître l'anatomie et se préparer à la chirurgie et savoir exactement quelle partie est atteinte, quelle partie il faut enlever, s'il faut faire une stomie, quelle est la portion qui s'y prête le mieux, eh bien, il faut avoir un dossier bien complet avec des investigations, notamment endoscopiques, qui voient par l'intérieur, donc c'est la coloscopie, ou alors une imagerie plus générale, c'est le scan, le CT scan abdominopelvien, c'est l'entéroscan. On a vu une image tout à l'heure avec du produit de contraste qui permet de montrer les zones qui sont peut-être plus rétrécies. L'IRM, ça c'est plus pour le petit bassin, donc le rectum et chez les enfants, et l'entéro-IRM également. Prochaine diapositive. Donc, quelles sont les modalités chirurgicales? Comme vous avez vu dans la question initiale qu'on vous posait, tous les types de chirurgie qui existent, eh bien, il y en a un certain nombre et qu'on va attribuer ou réserver selon la présentation de la maladie et selon le type de maladie. Pour la maladie de Crohn ou pour la colite ulcéreuse, on aura des modalités différentes. Donc, principalement pour la maladie de Crohn, et comme toujours, il y a des différences s'il s'agit d'une chirurgie en urgence ou d'une chirurgie planifiée. Dans la maladie de Crohn, pour la perforation, la plupart du temps, il s'agit d'une chirurgie d'urgence. Par contre, c'est une petite perforation, un petit abcès qui peut répondre, comme on l'a vu avant, par un traitement médical d'antibiotiques et ou un drainage donc radiologique sous contrôle de l'imagerie, on peut éviter dans un premier temps la chirurgie, mais s'il s'agit d'une perforation plus importante et qu'il y a des risques de péritonite, d'infections généralisées qui peuvent mettre la vie en danger, eh bien, il faut opérer et enlever la partie atteinte, c'est-à-dire le segment atteint. Et là, selon l'étendue de la maladie ou de l'infection, alors on décidera si on remet bout à bout les deux portions après avoir enlevé la portion atteinte et mettre bout à bout, ça s'appelle une anastomose, c'est-à-dire une jonction entre les deux parties qui restent, ou alors si c'est trop à risque à cause de l'inflammation qui se trouve autour de ne pas bien guérir et de se rouvrir, ce qui peut mener de nouveau à une péritonite dans les jours après l'opération, alors on choisira plutôt de monter un bout ou les deux bouts à la peau, de réaliser ce qu'on appelle une stomie, c'est-à-dire un abouchement d'une partie de l'intestin à la peau, et comme ça, il n'y a pas de risque de jonction à l'intérieur qui peut éventuellement ne pas bien guérir et se rouvrir. Pour les abcès, eh ben, on l'a évoqué tout à l'heure, les antibiotiques, le drainage radiologique, il peut y avoir aussi un drainage chirurgical si le drainage radiologique ne suffit pas, avec ou sans résection dans le même temps opératoire. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on a expliqué pour les perforations. Pour la fistule, on a dit que c'est une communication aberrante liée à l'inflammation entre deux organes. Eh bien, il peut y avoir soit résection des deux segments qui sont atteints par la fistule et de la fistule elle-même. Et là aussi, décision de remettre bout à bout, donc anastomose ou stomie. Et quand on parle de stomie, eh bien, on le verra tout à l'heure, elle peut être temporaire, le temps de laisser l'inflammation et l'infection récupérer pour ensuite remettre bout à bout dans des conditions plus sécuritaires. La fistule périanale, qui est la fistule, comme on l'a vu avant, qui est la plus fréquente et principalement de la maladie de Crohn, eh bien, le principe est de drainer cette fistule, de drainer tous les abcès qui sont à l'origine des fistules et de mettre ce qu'on appelle le séton. Je pense que beaucoup d'entre vous avez entendu parler de ce terme. Le séton, c'est simplement soit un fil, soit un élastique, comme sur l'image qu'on voit sur la gauche, qui permet de laisser le trajet ouvert, éviter qu'il se referme et de reformer un nouvel abcès. Et par la suite, les traitements médicamenteux vont tenter de pouvoir guérir cette inflammation sans devoir aller faire des chirurgies
d'exérèse, de résection de ces fistules, ce qui peut être assez rapidement délabrant au niveau de l'appareil sphinctérien et de l'anus et du rectum. Prochaine diapositive. Pour les sténoses, les rétrécissements, alors là, il y a deux modalités. Pour éviter de faire des résections, donc d'enlever trop d'intestin, puisque la maladie de Crohn est une maladie chronique, comme vous le savez, puis qu'elle peut montrer des récidives tout au long de la vie, il faut, par principe, économiser, si on peut dire comme ça, le maximum d'intestin pour ne pas se retrouver dans une situation, à un moment de la vie, où on a tellement enlevé petit bout par petit bout qu'il n'y a plus de possibilité d'absorption par ce qui reste d'intestin. Donc, une des modalités, c'est ce qu'on appelle la stricturoplastie, et c'est ce qui est présenté par le dessin. À l'endroit qui est rétréci, il s'agit d'ouvrir dans la longueur le segment rétréci, puis ensuite de le suturer à 90 degrés, et comme ça, comme vous le voyez dans l'image du milieu, puis la dernière image, ben ça permet d'augmenter le volume et de lever cette zone qu'on appelle sténotique, cette zone de rétrécissement. Et ainsi, il n'y a pas eu de résection, donc le rétrécissement est tout à fait mineur. Autrement, il peut y avoir la résection s'il s'agit d'un court segment ou si c'est des sténoses qui sont tellement proches les unes des autres que faire un nombre successif de stricturoplasties serait trop dangereux par rapport au nombre de sutures et au risque de mauvaise guérison qu'on enlève le segment atteint. Pour ce qui est des cancers, donc néoplasie maligne, ben là, c'est soit enlever le côlon en entier, laisser le rectum, ou alors proctocolectomie, c'est enlever rectum et côlon, selon où se situe la lésion ou les lésions. Et ensuite, après cette résection, faire ou non une jonction, c'est-à-dire une anastomose. Pour l'inflammation réfractaire, en général, c'est une résection d'un segment et on remet bout à bout. Pour la colite fulminante, eh bien, c'est en urgence, la colectomie totale. Et là, vous comprendrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne pourra pas remettre bout à ce moment-là, puisqu'on est dans une situation d'urgence, d'inflammation généralisée et d'infection. Il y a beaucoup trop de risques de remettre bout à bout par rapport à la guérison de la suture. Donc, on mettra le segment d'intestin à la peau, laisser calmer pour ensuite éventuellement remettre bout à bout. Donc, ça s'appelle l'ilostomie terminale. Prochaine diapositive. Après la chirurgie, dans la maladie de Crohn, il faut toujours garder à l'esprit que la chirurgie n'est pas un traitement curatif. On l'a dit, la maladie de Crohn est une maladie chronique, vous le savez très bien. Donc, on traite une des manifestations au moment de la chirurgie, mais ça ne libère pas la plupart du temps de continuer à traiter la maladie de Crohn dans son aspect systémique de l'ensemble du corps. Quel est le taux de récidive de maladie de Crohn après la chirurgie? Alors, on a des études qui indiquent le taux de récidive endoscopique, c'est-à-dire ce qu'on peut voir à la coloscopie, ça peut aller jusqu'à 80%. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y aura besoin de nouvelles chirurgies, mais ça indique que la maladie est toujours présente et qu'elle nécessite la plupart du temps une poursuite du traitement médicamenteux. Et quand on le voit endoscopiquement, ça ne veut pas forcément dire que les patients et les patientes ont des symptômes. C'est une image seulement, mais qui montre qu'il y a une inflammation active. Quant à la récidive clinique, et là, c'est ce que les patients expriment, ressentent, donc symptômes de douleur, symptômes d'occlusion, symptômes de troubles de la digestion, eh c'est de 10 à 15% par année de récidive. Donc, ça montre la nécessité d'assurer le suivi clinique, biologique, c'est-à-dire les prises de sang, endoscopique, la coloscopie, psychologique. On le verra aussi avec notre stomothérapeute pour continuer à ce que les patients soient bien encadrés par toutes les équipes qui les prennent en charge pour cette maladie. Prochaine diapositive.
Quant à la colite ulcéreuse, les modalités chirurgicales se recoupent, comme on l'a vu avant pour les indications avec la maladie de Crohn, mais il y a certaines spécificités aussi, du moment que la colite ulcéreuse concerne tout le temps le rectum et peut s'étendre en amont. Donc, en urgence, colectomie totale avec iléostomie terminale. On rappelle que dans l'urgence, il est la plupart du temps contre-indiqué de remettre bout à bout. Et par la suite, on peut enlever ce qui reste de rectum et là faire une reconstruction avec la poche iléo-anale. Actuellement, la plus pratiquée est celle qui est en J. Ça, on va y revenir juste maintenant. En électif, alors là, il y a plusieurs façons de procéder. Donc, la proctocolectomie totale, c'est enlever rectum, côlon et mettre le petit intestin soit à la peau, soit faire directement la poche en J, ce qu'on voit dans les dessins du milieu et à droite, c'est-à-dire créer un nouveau réservoir qui va remplacer l'ancien réservoir du rectum pour permettre une accumulation des selles et pas avoir et diminuer ainsi la fréquence des épisodes défécatoires. Ou alors, comme autre approche, si le rectum est relativement préservé et c'est le côlon qui est plus atteint, on peut préserver un peu du rectum et mettre le petit intestin sur le rectum. Donc, pas besoin de faire à ce moment-là le réservoir de la poche en J, puisque le rectum est encore en place. Dans cette fameuse opération de poche en J, elle peut être faite en 3 temps, puis je le dis déjà parce qu'il y a des questions qui vont s'y rapporter. Soit enlever le tout, proctocolectomie, et puis faire la poche directement, donc c'est en 1 temps. Si c'est en 2 temps, c'est la même chose, mais faire une iléostomie qu'on verra après en boucle, c'est-à-dire pour protéger la nouvelle poche et éviter qu'il y ait des selles qui passent au travers. On fait une stomie un peu plus haut pour que toutes les selles passent à la peau, puis on la ferme par la suite. Ou alors, si c'est en 3 temps, on enlève tout le rectum, le côlon, on fait une iléostomie terminale, on met le petit intestin à la peau. Ensuite, on retourne pour faire la poche en J, avec une autre stomie pour libérer, comme je viens de dire, et ensuite on va fermer cette stomie. Donc ça peut être 1, 2 ou 3 temps selon la gravité de la maladie, selon l'état général des patients. Prochaine diapositive. Pour les stomies, eh bien, on en a déjà passablement parlé dans les diapositives précédentes, mais le principe, comme je l'ai dit, est de dériver le liquide intestinal et les selles par une anastomose, c'est une jonction entre un segment d'intestin et la peau au niveau de la paroi abdominale. Et ça peut être temporaire, ça peut être permanent. Donc, on le voit ici, ça peut être iléostomie, donc le petit intestin, la fin du petit intestin, ou alors colostomie, c'est le gros intestin. On reviendra avec notre stomothérapeute sur l'aspect de l'appareillage. Et prochaine diapositive. Les iléostomies peuvent être soit terminales, c'est-à-dire le segment d'intestin va directement à la peau, ou alors si c'est en boucle, c'est ce qu'on appelle la dérivation, c'est qu'on monte une anse, une boucle d'intestin à la peau, puis on ouvre la partie qui vient de la bouche et la partie qui va aller plus loin dans l'intestin. Et puis comme ça fait 2 petits orifices. S'il y a plus loin que cette iléostomie un blocage, eh ben, ça évite que ça gonfle et puis ça peut revenir en arrière. Prochaine diapositive. Pour les colostomies, c'est le même principe, colostomie terminale ou colostomie en boucle. On voit mieux sur ce dessin ce que je vous expliquais tout à l'heure avec cette boucle qui est amenée à la peau. Et puis, c'est les 2 parties de l'intestin qui sont ouvertes et qui permettent de décomprimer l'ensemble de l'intestin. Et ensuite, il y a toujours possibilité de les refermer. Prochaine diapositive. Donc, j'ai terminé. Et puis, je vais céder la parole à Chantal qui va reprendre la suite avec les stomies. Merci. Ben, premièrement, je voudrais remercier
pour l'invitation afin de parler du rôle de l'infirmière stomothérapeute au sein de l'équipe multidisciplinaire, parce qu'on le sait qu'un patient stomisé a quand même besoin d'avoir le support tant de l'équipe des gastro-entérologie, chirurgiens. On est une grosse équipe à supporter le patient stomisé. Et dans ma présentation, vous allez voir que je vais quand même parler beaucoup de l'aspect psychologique et de l'adaptation en vivant avec une stomie. Donc, c'est quoi le rôle de l'infirmière stomothérapeute? C'est avant tout un rôle de consultante qui rencontre la famille et la personne ayant une maladie inflammatoire de l'intestin au moment opportun. Et c'est toujours à la demande soit du chirurgien ou du gastro-entérologue afin de prévoir une chirurgie pour stomie digestive, que ce soit une iléostomie ou colostomie. Les rencontres sont généralement planifiées, donc en préopératoire, pour la localisation du futur site de stomie, en post-opératoire pour l'enseignement des soins et les suivis ponctuels lors des rendez-vous avec le chirurgien gastro-entérologue. La première rencontre consiste à faire connaissance en un premier temps. Donc, il est important de laisser la personne s'exprimer sur sa condition de santé, raconter son histoire, comment tout a débuté, les peurs, les inquiétudes, les dégoûts, les craintes concernant la future chirurgie. Être en mesure de répondre aux questions et préoccupations de la personne souffrant de maladies inflammatoires de l'intestin et ainsi que celles des proches. Les discussions portent entre autres sur l'impact de la chirurgie sur les activités de la vie quotidienne, comme l'adaptation physique, le choix des vêtements, les exercices, les sports, les changements possibles au niveau de l'activité sexuelle et les besoins nutritionnels. Des explications de la stomie à l'aide de photos, des illustrations ou diagrammes sont donnés. Comment faire les soins et quand adresser une situation qui inquiète. Du matériel utilisé pour appareiller la stomie est aussi manipulé. Nous parlons aussi des coûts du matériel qui est pas banal et du programme d'aide provincial pour les appareillages. Chaque province a son propre programme d'aide. Donc, pour ceux qui habitent au Québec, l'aide financière est versée une fois par année pour les personnes stomisées permanentes. Et on va revenir à la diapo. On est toujours à la première diapo. J'ai beaucoup de textes. Donc, une fois par année, le patient stomisé avec une stomie permanente reçoit 1 382 $. Et pour une stomie temporaire, c'est 921 $. Et je peux vous dire, puis sûrement pour ceux qui assistaient à la présentation, qui êtes stomisés, vous savez que les produits en soins de stomie sont assez onéreux. Par la suite aussi, on donne une liste de ressources et distributeurs pour l'achat du matériel aux futurs patients stomisés. Et comme on a dit précédemment, la stomie est souvent temporaire. Donc, la chirurgie devient alors une solution à plusieurs problèmes que sont les douleurs, les urgences pour aller à la toilette, le sang dans les selles, l'anémie, la fatigue, l'absentéisme, et on peut en nommer encore plus. De nombreux facteurs influencent l'adaptation à la stomie. Les réactions seront différentes si la chirurgie a été planifiée versus si elle a été faite en urgence. L'âge de la personne a aussi une influence sur le niveau d'adaptation, tout comme le soutien social et la capacité de prendre soin de soi. Il y a
moins de chirurgie pour les maladies inflammatoires de l'intestin puisque les traitements médicaux sont de plus en plus efficaces. Néanmoins, l'intervention chirurgicale constitue une autre forme de traitement dans la gestion d'une maladie de Crohn ou d'une colite ulcéreuse. Par la suite, quand la personne est de retour à la maison, on assure une relance téléphonique, des suivis en clinique externe, ce qui procure un support à la nouvelle personne stomisée. Nous travaillons étroitement avec le chirurgien gastro-entérologue pour le bien-être du patient. Donc, on peut changer de diapo. Au niveau de l'autonomie dans les soins, ça débute par les soins d'hygiène. Donc, la douche ou le bain avec ou sans l'appareillage est possible et fortement encouragé. L'appareillage demeurera étanche et ne tombera pas dans la douche s'il a été installé et collé adéquatement, ainsi que vidé au préalable. Après la douche ou le bain, une serviette ou un séchoir à cheveux à basse température facilite le séchage du sac. On regroupe le matériel pour débuter l'enseignement du premier changement d'appareillage qui se fait étape par étape, une première fois par l'infirmière stomothérapeute pour démontrer la technique. Et les fois suivantes avec la participation de la personne stomisée et parfois avec l'aide d'une personne significative. Les changements se font généralement à une fréquence de 5 à 7 jours et davantage si présence de fluide. C'est quand on change l'appareillage, dès qu'il y a une fuite, pour éviter qu'il y ait une irritation de la peau. Il est recommandé de vider le sac lorsqu'il est au tiers pour éviter que ce soit trop lourd et qu'il se détache. Ce sera plus discret si le sac est vidé fréquemment. Prévoir une routine aussi pour le changement d'appareillage, comme par exemple le matin après avoir pris la douche sans l'appareillage et avant de manger pour éviter que l'intestin soit en fonction lors du changement. Et ça, c'est principalement pour les patients qui ont une iléostomie. Si possible, discuter avec son employeur ou la direction d'école la possibilité d'avoir accès en tout temps à une toilette privée. On peut changer. L'adaptation se fait progressivement et diffère d'une personne à une autre. La personne vit une perte de contrôle de sa fonction d'élimination. La manière d'évacuer les selles nécessite de nouveaux apprentissages d'élimination. Son image corporelle est modifiée à la vue de la stomie sous ses yeux et nécessite inévitablement une période d'adaptation. Il faut donc respecter le rythme de chacun, encourager et laisser exprimer la personne. Le respect se manifeste par l'écoute attentive de l'entourage ou de la personne significative sans porter de jugement ni prendre de décision à la place de la personne stomisée. Laisser la personne s'exprimer et respecter ses états d'âme qui peuvent varier d'une journée à l'autre. La maladie est une situation stressante et l'ajout de la stomie dans l'équation peut être un choc qui nécessite une adaptation tant de la personne stomisée que son entourage. L'adaptation est facilitée lorsque la personne est bien dans sa peau et capable de parler de la situation avec les gens de confiance. Elle peut avoir des réactions émotives qui sont normales, d'où l'importance du réseau de soutien. Parfois, un soutien psychologique peut faciliter l'adaptation ou de parler avec une personne stomisée, malgré qu'il n'y a pas deux parcours identiques. Des groupes d'entraide ou associations peuvent aussi être d'un grand support. Se donner des objectifs comme de reprendre des activités laissées de côté lors de la phase aiguë de la maladie, débuter graduellement des activités de la vie quotidienne,
socialiser et éventuellement pratiquer un sport. Graduellement, avec le temps et la confiance en soi, la personne stomisée aura de moins en moins d'appréhension et sera davantage en contrôle de sa vie. Il est possible de s'épanouir tout en ayant une stomie. On peut changer. Les voyages peuvent faire partie des objectifs que la personne stomisée se fixe. C'est un objectif très stimulant. Il n'y a pas de limitation à voyager avec une stomie, mais il suffit de prévoir suffisamment de matériel pour la durée du voyage et même au-delà de la durée du voyage. Il est recommandé de ne pas mettre la trousse de stomie dans la soute de l'avion afin d'éviter que la valise s'égare et aussi considérant que certains produits ne résistent pas au froid. Fait à noter, la pression d'air dans l'avion peut occasionner des gaz pour tous les voyageurs, incluant les stomisés. Prévoir vider le sac avant le décollage, utiliser un sac avec filtre pour laisser s'échapper les gaz et restreindre les aliments qui peuvent donner des gaz. Donc, toute la famille des haricots, on va garder ça peut-être quand vous allez atterrir et profiter de votre voyage, mais pas au décollage. Tous les boissons gazeuses, bières, produits laitiers et les gommes à mâcher vont générer des gaz. Donc, on va essayer de les prendre avec modération. Tout voyageur devrait aussi s'hydrater, d'autant plus pour les stomisés, les patients avec une iléostomie. On le sait que les selles sont beaucoup plus liquides et si on est déshydraté, bien évidemment, on a une perte excessive d'eau et d'électrolytes. Donc, d'où l'importance de toujours avoir une bouteille d'eau avec soi quand on voyage. Avoir en sa possession aussi une preuve que vous êtes stomisé afin de vous donner droit d'apporter le matériel avec vous. Donc, c'est peut-être un détail, mais c'est un détail important et ça va vous éviter peut-être des soucis de fouille. On peut changer de diapo. Il ne faut pas négliger un aspect important dans la vie d'une personne qu'est la sexualité. Les préoccupations concernant l'apparence de la stomie, les odeurs, le bruit, le potentiel de fuite et les changements physiques peuvent contribuer à une panne de désir temporaire. Une image corporelle saine de soi peut aider à apprécier pleinement sa vie sexuelle. Afin de faciliter les rapprochements, la personne est encouragée à discuter clairement et ouvertement avec son partenaire des situations qui créent une gêne. Quelques astuces facilitant: se doucher, se parfumer, mettre un nouvel appareillage et le couvrir d'un couvre-stomie peuvent aussi faciliter l'intimité. Les couvre-stomies sont disponibles dans plusieurs centres de stomie et même facile d'accès sur Internet. Encore une fois, il faut du temps au couple à s'ajuster. La dernière diapo. On peut changer, s'il vous plaît. Merci. Vivre avec une stomie nécessite une adaptation à plusieurs égards. Parfois, vous vous sentez comme dans une montagne russe avec des hauts et des bas. Ce sont des sentiments généralement temporaires pour la majorité des gens. Il est possible de s'épanouir avec une stomie et les seules limites sont celles que l'on s'impose. Donc, je vous remercie et je passe la parole à M. Rouleau qui va faire son témoignage. Merci, Madame le Duc. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marc-François Rouleau, patient.
Je suis âgé de 60 ans et je suis atteint de la maladie de Crohn depuis 1994. Je suis marié depuis 38 ans et père de deux enfants et j'habite dans les Laurentides, ce qu'on a vu au début. Puis je suis impliqué avec Crohn et Colite Canada comme mentor dans le cadre du programme de soutien par les pairs Gauthier. On m'avait dit de parler moins vite. Je vais essayer de m'y prendre. En fait, mon parcours avec la maladie a débuté avec des crampes abdominales et à ce moment-là, je m'étais fait prescrire du Zantac, qui est vous le savez, c'est pour les brûlures d'estomac. Et je me rappelle, j'ai toujours eu des maux de ventre. Et là, j'étais là avec mon épouse. Je dis, ah, c'est drôle. Je dis, j'ai pas mal en haut, mais j'ai mal en bas. Alors, c'était un peu un moment où aussi je m'entraînais avec les maîtres nageurs pour perdre du poids. Et puis, je perdais énormément de poids. Et là, on se posait des questions. Je dis, mon Dieu, c'est tellement efficace nager qu'on perd tant de poids. Mais c'est là que tout à coup, je pense que c'est la suite des événements, arrive avec un abcès. Oh, je me suis assis en quelque part de froid. Je ne connaissais pas ça. J'ai été hospitalisé et le chirurgien m'a dit qu'il y avait une possibilité de potentielle maladie de Crohn. Alors, c'est là que j'étais quasiment content de savoir que j'avais quelque chose, puis on était pour m'aider à plus avoir mal au ventre, mais je ne connaissais pas qu'est-ce que cela impliquait la maladie de Crohn. Alors, j'ai eu une petite intervention pour traiter l'abcès, suivi d'un rendez-vous chez un gastro-entérologue et une coloscopie, et on a confirmé la maladie de Crohn officielle. Alors, j'ai été prescrit à ce moment-là de la prédnisone, de la cortisone pour gérer les symptômes. J'avais des belles bajoues. Et là a commencé une période hyper difficile. Crampes, même des fois plus capable de conduire la voiture, perte de poids, difficulté à me nourrir. Je visitais les toilettes, je ne sais pas combien de fois par jour. Je vomissais à peu près tous les matins. Et j'étais un directeur des ventes. Alors, je faisais de la route avec des employés. Alors, je peux vous dire que je suis devenu un expert à Montréal d'intervention rapide dans les toilettes publiques. Euh, Par contre, j'ai une amie qui a constaté que j'avais de la misère à marcher, j'avais de l'arthrite inflammatoire et je commençais à faire de la rétention d'eau. J'avais perdu à peu près 35 livres. Elle me dit, garde, elle dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, peut-être que tu n'es pas assez bien suivi. Va à l'Hôtel Dieu et va voir, il y a une grande spécialisation à l'Hôtel Dieu pour les maladies inflammatoires. Et mon épouse est venue me conduire à l'urgence parce que je ne voulais pas prendre l'hôpital. Et c'est là que j'espère que je ne serai pas émotif. Désolé si je le suis, c'est des vieux souvenirs. Euh, à l'arrivée à l'hôpital, j'ai senti que j'étais pris en main. Je sentais là, qu'il y avait un contrôle qui s'en venait. J'étais émotif. J'étais tellement content que j'en pleurais. Voilà. Fait que c'est là que j'ai rencontré mon spécialiste, docteur Raymond Leduc. Et puis là, ça marquait un tournant hyper positif dans ma vie. Ça a transformé ma vie. Fait que sa confiance, son assurance m'ont donné espoir quant à la recherche d'une solution appropriée pour soulager mes souffrances. Un gars qui a mal au ventre et qui fait du sport, c'est poche puis c'est tough. Fait qu'après 2 semaines d'hospitalisation, j'ai trouvé un semblant de santé puis je suis pu retourner à la maison. Mais peu après ma sortie de l'hôpital, on a découvert des fistules. Fait que je ne connaissais pas c'est quoi. Fait que là, je retourne à l'hôpital, mon doc il dit oui, c'est une résultante de la maladie de Crohn. Alors, une opération, des mèches, pour ceux qui savent c'est quoi des mèches, quand on les enlève, oh là là, ça fait mal. Et malgré tout ça, je garde l'aspect positif et je continue à persister, malgré que j'ai encore des crampes et des crampes et des crampes. Et puis là, le docteur recommande une nouvelle coloscopie, un scan, et tout à coup, on s'aperçoit que j'ai une micro-perforation dans le côlon. Et voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Alors là, une nouvelle chirurgie avec la possibilité de devoir retirer une partie de mon côlon. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'importance d'un côlon et on m'a parlé de la possibilité d'avoir une stomie. Et c'est là que j'ai été éduqué, puis Mme Leduc, ce qu'elle a présenté tantôt, je l'ai eu ce meeting-là. J'ai eu le meeting avec l'infirmière, j'ai eu un meeting avec la psychologue. Je me rappelle encore de la seringue avec la méthylène pour dire c'est où tu mets ton sac, puis comment tu passes
places tes pantalons, comment nettoyer. Puis moi, je suis un gars optimiste, positif. Fait que, je dis, la vie, c'est la vie. Si c'est pour me guérir, go ahead. Allez-y. Moi, docteur Leduc, je vous fais confiance. Je me rappelle plus malheureusement du nom du chirurgien qui est super compétent. Et puis ma blonde était super d'accord avec ça. Je dis, moi, je m'occupe de l'hôpital. Toi, tu t'occupes des enfants de la maison. On a chacun nos départements. Allons-y de l'avant. Et puis, ça a été exceptionnel, la rencontre réconfortante avec l'équipe médicale. C'était, tu sais, moi, je fais confiance et je voyais qu'il savait ce qu'il faisait. Alors, finalement, j'ai été opéré. J'ai eu une colectomie, fait que plus de côlon. Il n'y avait pas eu d'infection. Fait que il n'y a pas eu de nécessité d'avoir une stomie. Mais j'en ai tellement appris que ça ne me dérangeait pas. Tout ce que je voulais, c'était ne plus souffrir. C'est tout, là. Fait que c'est ça qui va m'aider dans ma vie. Ça fait 38 ans, je suis avec mon épouse, elle m'aime, je l'aime, on va guérir et c'est tout. Et, mais ça m'a affecté, malgré tout, psychologiquement. En 1994, on ne trouve pas ça trop le fun. Fait que finalement, j'ai passé 2 mois à l'hôpital à récupérer. Puis, aussitôt que j'ai été opéré, j'ai retrouvé ma qualité de vie, j'ai repris mes habitudes, j'ai recommencé à faire des triathlons, des duathlons, à m'entraîner, à faire de la politique. J'ai eu quelques hospitalisations par après, parce que là, quand on a une. Là, monsieur le chirurgien ne sera pas content avec moi, mais des fois, je ne me souviens plus. Là, quand l'opération, ça devient trop petit, la bouffe ne passe plus. Et moi, j'aimais ça manger des peanuts et du popcorn. C'était pas une bonne idée. J'aimais tellement ça. Fait que je me suis retrouvé à me faire hospitaliser aux îles Canaries. Je me suis retrouvé à me faire hospitaliser à l'hôpital de Sainte-Agathe, je reste dans les Laurentides, à Cité de la Santé. Je l'apprends de mes erreurs, mais il passait un petit ballon pour grossir, pour augmenter l'espace. Soulagement. Je ne mange plus de peanuts comme avant, je ne mange plus de popcorn, mais quand même, c'est remarquable à quel point que je me sens bien. Toutes ces techniques-là m'ont aidé. Aujourd'hui, j'ai pris du Remicade pendant des années, mais j'étais rendu à la dose maximale aux 4 semaines. Et on a changé maintenant pour le Stellara. Je ne suis pas là pour parler de produit. Là. Je veux dire, moi, ça va bien. Puis moi, la décision qu'on a optée pour des traitements d'intervention médicale s'est avérée pour moi, dans mon cas, parce que je me rappelle, j'ai encore des amis qu'on était dans la même chambre pour des maladies de Crohn, puis un a été opéré, l'autre n'a pas été opéré, puis c'est pas toujours le même résultat. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait confiance à mon équipe médicale. J'en avais confiance, puis j'avais confiance en l'équipe des infirmières. C'était mes trésors. Là. Je suis retourné, je ne sais pas combien de fois, mais c'était motif. C'est ça. Ça vient de me prendre tout à coup, mais c'est juste que quand tu es bien entouré, tu te sens bien, ben, tu te sens bien. Puis là, ben, dernière nouvelle, puis je termine là-dessus. Aujourd'hui, je l'ai dit au docteur tantôt, c'était aujourd'hui ma première fois que je m'administrais moi-même mon médicament, euh, le Stellara, euh, dans le ventre. Fait que j'étais stressé, je ne l'avais pas fait, j'allais toujours à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi, rien de compliqué. Après avoir eu toutes les opérations que tu as eues, mais des fois, c'est dans la tête. Là. J'ai tellement eu de piqûres, j'ai tellement souffert que mon seul principe, c'est de plus jamais souffrir. Là. Puis je l'ai fait ce matin, puis ça a super bien été, j'ai rien senti. Fait que j'étais super content et fier de moi. Fait que c'était mon témoignage. Je vous remercie m'avoir donné l'occasion. Désolé d'avoir été un peu émotif. Quand on a 60 ans, ça avec nos émotions sortent plus vite. Merci. Vos émotions sont très appréciées et merci Marc d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'est un témoignage très, 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 très excellent et nous sommes touchés par votre émotion. Alors, merci. On va commencer maintenant la période de questions et réponses. Compte tenu de la quantité de contenu que nous devons couvrir, je pense que nous allons dépasser un peu le temps imparti. Peut-être par un petit 5 minutes, mais on va essayer de répondre à les questions.
Ok, donc la première question posée, c'est quels sont les risques et les complications potentielles de la chirurgie dans les maladies inflammatoires? Alors, cette question m'était destinée. Il y a des risques finalement directement au niveau chirurgical. Donc, une fois qu'on a eu la chirurgie, on peut avoir d'abord une infection de la plaie. Ensuite de ça, on peut avoir une déhiscence de la plaie, c'est-à-dire que les points de suture lâchent, donc la plaie s'ouvre. Au niveau chirurgical comme tel, là où on a connecté les deux segments, particulièrement si on était encore sous prénisone avant la chirurgie, parfois les points de suture ou les agrafes vont lâcher, puis là, déverser les selles et faire un abcès, une péritonite dans le ventre, donc. Au niveau maintenant nutritionnel, dépendant du segment de l'intestin grêle qui a été resséqué, donc qui a été enlevé, on va avoir différentes complications. On peut commencer avec, quand on a resséqué la partie terminale du petit intestin, là où se fait l'absorption de la vitamine B12. On peut devenir déficient en vitamine B12. À retenir que on a des réserves de vitamine B12 pour 5 ans. Donc, juste y réfléchir si vous avez eu une résection après 5 ans, d'en reparler à votre gastroentérologue. Ensuite de ça, dans cette région aussi, on a l'absorption des acides biliaires. Si on a eu une résection courte du petit intestin dans sa face, dans la partie terminale, peut-être on n'aura pas de grosses conséquences, mais plus on a enlevé de la fin du petit intestin, plus on risque d'avoir des diarrhées secondaires à des acides biliaires qui arrivent en trop grande quantité dans le côlon. Par la suite, dépendant si on a été une résection qui était plus haute dans l'intestin proximal, donc dans le jéjunum, on peut devenir déficitaire dans l'absorption de certaines vitamines, la A, la D, la E, et on peut aussi être déficient en réserve en fer. Ensuite de ça, si on a eu une très, très longue résection de la partie terminale de l'intestin, les acides biliaires, eux, doivent être réabsorbés normalement, pas retomber dans le côlon. Ils devraient être réabsorbés, puis servent à aider à l'absorption des graisses, puis à des vitamines comme la vitamine D, A et E. Donc, on peut éventuellement se retrouver avec des problèmes de malnutrition parce qu'on n'absorbe pas bien les graisses. Alors ça, c'est des complications qu'on peut voir imminentes avec la chirurgie. Voilà. Prochaine question. Comment soutenir un proche qui s'adapte à sa stomie? Donc, c'est une question qui m'a été soumise. Bon, c'est déjà une question qui pourrait être discutée durant un webinaire complet. En fait, je crois aussi avoir répondu quand même partiellement à la question dans la présentation, mais je renchérirais en disant de laisser la poussière retomber, laisser le temps nécessaire à la personne de s'adapter à la situation. Il y a plusieurs aspects de modifier en même temps, que ce soit au niveau physique que psychologique. La personne doit être supportée et encouragée à verbaliser ses préoccupations et d'autre part, il faut être à l'écoute et respecter les moments où elle préfère être seule. La confiance face à ses soins va se développer au fur et à mesure que l'adaptation à la nouvelle situation se fera. Il est important que les aidants soient au courant qu'il est normal pour la personne stomisée d'avoir des périodes plus difficiles. Il faut profiter des moments où la personne stomisée est disposée à discuter pour proposer des activités que la personne apprécie, comme par exemple aller au cinéma, faire des petites activités simples, aller au restaurant et avoir des projets à court et moyen terme. Et sachez que c'est déjà l'aider que d'être à l'écoute, présent et respecter la vitesse d'adaptation de la personne. Il existe aussi des groupes d'entraide, comme j'ai mentionné dans la présentation, des associations pour personnes stomisées,
l'Association québécoise des personnes stomisées, Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin, Ostomy Canada Society, Tron et Colite Canada. Donc, en souhaitant avoir répondu à la question. Merci. Prochaine question. Comment se passe la période de récupération après l'ablation du rectum? Donc, on a vu dans la présentation les différentes modalités chirurgicales. Il y a différents segments d'intestin qui peuvent être réséqués, enlevés. Là, on parle plus spécifiquement du rectum. Donc ça touche le plus souvent la colite ulcéreuse, mais c'est également le cas de certaines manifestations de la maladie de Crohn. Euh, Là, une fois de plus, comme je l'ai indiqué dans la présentation, il y a enlevé l'organe, donc le rectum, mais ensuite, est-ce qu'il y a reconstruction ou pas? Donc, selon qu'on place une stomie ou qu'on met directement bout à bout, soit une partie de côlon sur le rectum, soit l'iléon, donc le petit intestin sur le rectum, mais la récupération sera différente. Mais globalement, après une chirurgie de cette importance, parce que c'est considéré comme des chirurgies majeures, le temps hospitalier de récupération à l'hôpital, s'il n'y a pas de complications, faut compter de l'ordre d'une semaine. S'il y a des complications, selon les complications, c'est clair que ça prend plus de temps. Ensuite, il y a la période de récupération en dehors de l'hôpital. Et c'est ça qui est souvent qui compte le plus pour les patients. Dans le témoignage de M. Rouleau, qui était par ailleurs très touchant et qui représente tellement tout ce qu'on entend des patients, on voit que la vie après l'hôpital reprend, mais reprend petit à petit son cours, et c'est très dépendant d'une personne à une autre. Et selon l'état général du patient avant l'opération aussi, selon l'atteinte par la maladie. Monsieur Rouleau parlait de ces atteintes arthritiques. Ben, ça influence également sur la récupération après une chirurgie du côlon ou du rectum. Donc, je pense que le plus important, c'est de se donner du temps, de ne pas vouloir être trop pressé non plus, mais avancer chaque jour, se mettre des objectifs pour récupérer après cette chirurgie, récupérer d'abord de l'énergie, ça faut compter facilement un mois, 2 mois pour récupérer de l'énergie, et puis ensuite s'habituer à ce nouveau mode de vie que c'est ce que c'est d'avoir une stomie. Chantal l'a très bien expliqué. S'il y a une reconnexion, d'apprendre à vivre avec ces nouvelles habitudes de sel, de fréquence, de qualité des sels, de sensations. Les sensations changent après avoir enlevé le rectum, selon qu'il y a ou non un réservoir. Donc, ça, c'est aussi très dépendant de l'adaptabilité de chaque personne. Mais le plus important, c'est de se dire, il y a des progrès, il y a une bonne récupération de la qualité de vie. Et je crois que M. Rouleau en est la preuve, le reflet, et qu'il faut se donner du temps. Merci. Prochaine question. Avoir une stomie affecte-t-il mes chances de tomber enceinte? Alors, ça, c'est une très bonne question. Pour ce qui est de tomber enceinte, le fait d'avoir une stomie sur le ventre n'empêche pas de tomber enceinte, n'empêche pas la grossesse. La question est pourquoi est-ce que la stomie a été mise en place et dans quelles circonstances et quelle chirurgie a été faite au préalable. Alors, si on a une stomie, à la suite on a eu des stomies, mettons, à la suite d'un abcès, par exemple, dans le ventre, etc., on a pu développer des adhérences. Si on a une stomie à la suite d'une colite ulcéreuse où on a eu une chirurgie dans le petit bassin, il peut s'être développé des adhérences. Donc, oui, c'est possible, mais il se peut qu'au niveau de la fertilité, elle soit moindre. Et à ce moment-là, c'est vraiment de concert avec son obstétricien et son gastroentérologue de voir les possibilités. Parfois, il y a des adhérences au niveau des trompes de Fallope, donc d'aller prélever les ovules, etc. Donc,
Il y a certainement moyen de tomber enceinte quand on a une stomie, mais il faut se questionner qu'est-ce qui a amené à la stomie. Et puis, oui, c'est la réponse. Merci. Dernière question. Y a-t-il des aliments que je devrais privilégier ou éviter parce que j'ai maintenant une stomie? En fait, généralement, la personne stomisée devrait être capable de manger les mêmes aliments que les autres personnes, à moins que la nutritionniste recommande un régime alimentaire particulier. Mais comme pour toute chirurgie, hein, on ne commencera pas à avoir un gros repas copieux en post-opératoire, donc encore moins quand on a une stomie. Mais comme précisé dans la présentation, certains aliments, bon, oui, peuvent causer des gaz. On peut les contrôler en évitant d'en manger en trop grande quantité. Comme certains aliments peuvent aussi causer des odeurs, les oignons, les asperges, brocolis, les œufs, le poisson, l'ail, les fromages et certaines vitamines. Mais on peut contrôler ces odeurs en buvant du babeur, du jus de canneberge, du jus d'orange, voire du jus de tomate et en mangeant du persil et du yogourt. Le persil, c'est bon aussi pour même les patients qui n'ont pas de stomie. Hein. Si on mange trop d'ail, on peut manger un petit peu de persil, puis ça peut changer l'odeur dans la bouche. Donc, c'est des aliments qui vont être à privilégier. Mais pour Monsieur Rouleau, vous allez vous reconnaître un petit peu. Pour prévenir le blocage de la stomie, il est important de bien mastiquer les aliments, de boire beaucoup d'eau ou liquide et d'ingérer graduellement les aliments pour voir comment l'intestin va réagir. Parce que l'intestin a quand même une adaptation à faire à tous les aliments qui vont être ingérés. Donc, raison de plus, le maïs soufflé, les noix, les graines, faire bien attention de bien les mastiquer. Les saucisses, céleri, donc c'est très fibreux, les pois, les laitues, les fruits séchés et toutes les parties fibreuses des fruits frais, donc les plures de pommes, chair d'ananas, ça va être être très vigilant. Pour prévenir aussi la constipation chez la personne ayant une colostomie, rarement chez la personne ayant une iléostomie, puisque les selles sont déjà semi-liquides ou semi-pâteuses. Donc, les aliments riches en fibres sont recommandés afin de faciliter l'expulsion des selles, l'hydratation par la prise d'eau ou autres breuvages et faire de l'exercice. Donc, vous en êtes la preuve, M. Rouleau. Là, vous faites quand même beaucoup d'exercices, c'est très bien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir une alimentation variée, sans tomber dans l'excès. Puis, ce sont les mêmes consignes que pour les non-stomisés. Merci. Prochaine question. Je suis aux prises avec une colostomie et une hernie douloureuse. Comment puis-je mieux gérer ces deux problèmes? Donc là, on parle du problème précisément de la hernie. Le principe de la hernie, c'est un déficit, un défect, une faiblesse au niveau de la paroi abdominale, au travers duquel il y a les éléments dans l'abdomen qui ont tendance à sortir. Donc c'est comme appelons ça un trou, mais dans la paroi qui est constituée par les muscles, les structures qui recouvrent les muscles, et ce qu'il y a dans le ventre ressort jusque sous la peau. Et c'est souvent dans des zones de faiblesse. Alors, il y a des zones de faiblesse naturelles comme l'ombilic. L'ombilic est une cicatrice naturelle que tout le monde a à la naissance et qui est une zone de faiblesse. Mais il y a les zones de faiblesse qui sont créées par les chirurgies, par les incisions qui ont été faites, mais aussi par la présence de l'astomie. Parce que la présence de l'astomie, voilà, c'est un trou complet, c'est un trou qui passe au travers de la paroi, mais jusqu'à la peau. Donc, il n'est pas rare de voir ce qu'on appelle une hernie parastomiale. C'est les éléments de l'intérieur du ventre qui ressortent, mais sur les côtés
de l'astomie. Et puis, vous avez l'impression qu'il y a comme un petit ballon qui se retrouve tout autour de l'astomie. Donc, ça peut être dérangeant d'abord visuellement, esthétiquement, l'image de soi. Ça peut être dérangeant pour la fonctionnalité de l'astomie elle-même, c'est-à-dire ça peut faire des compressions, diminuer le passage des selles, mais ça peut aussi avoir des difficultés sur l'appareillage de l'astomie. Donc, en plus des douleurs que ça peut occasionner. Donc, euh, ce sont des hernies, qu'elles soient liées à l'astomie, donc on appelle parastomiale, ou liées aux incisions qui sont ailleurs que l'astomie elle-même, mais au site de la chirurgie. Ce sont des hernies qui peuvent être réparées chirurgicalement. En attendant la chirurgie, il peut y avoir des systèmes de maintien ou de support qui peuvent améliorer les symptômes. C'est des gaines abdominales, des gaines dans lesquelles on peut faire juste un orifice pour le passage uniquement de l'astomie et de son appareillage. Et puis ça comprime un petit peu ce qui est sur le pourtour de l'astomie. Ça peut comprimer la hernie elle-même qui peut, alors dans ce cas-là, rentrer un petit peu plus dans le ventre. Ça, c'est du support, c'est du soutien, mais ça ne va pas guérir la hernie. Si les patients veulent une guérison complète de cette hernie, alors ça passe par une chirurgie qui consiste à aller réduire, donc ramener les éléments qui sont sortis dans le ventre et consolider la paroi. On peut même procéder autour de la stomie par des prothèses et des systèmes qui s'intègrent dans la paroi puis qui la renforcent. Mais c'est au prix d'une nouvelle chirurgie et qui dit chirurgie dit possiblement complications, mais ça se fait. Ok, merci. Donc là, il reste 2 à 3 minutes. On va passer à la dernière question. À quel type de selles les personnes atteintes de maladies inflammatoires peuvent-elles s'attendre après une opération? Je pense que ça venait à moi, cette question. Alors, dépendant de l'endroit où a eu la chirurgie, a eu lieu la chirurgie, encore là, ça va être soit des selles qui vont être normales, qui vont se normaliser après la chirurgie, ou on peut avoir une situation, comme je disais tout à l'heure, mettons dans le Crohn, où on a resséqué la partie terminale de l'intestin, dépendant du segment qu'on a resséqué, de la longueur, on peut avoir vraiment un problème dans l'absorption des acides biliaires. Et ces acides biliaires-là, qui devraient être réabsorbés à 95 dans l'intestin terminal puis remonter vers le foie, vont tomber dans le côlon littéralement et créer de l'inflammation. Et on va avoir une diarrhée aux acides biliaires. Ça, c'est une des conséquences d'une chirurgie sur l'intestin distal. Alors, dans ces cas-là, on va avoir des diarrhées qui sont aqueuses, qui sont fréquentes, on va avoir mal au ventre et ça va être secondaire à ces acides biliaires qui arrivent en trop grande quantité dans le gros intestin, qui vont causer une stimulation de la motilité, qui vont causer une stimulation de la sécrétion d'eau et de chlore. Alors, il y a des traitements pour ce genre de diarrhée. Ensuite de ça, dépendant si le patient a eu une chirurgie plutôt d'une anastomose iléo-anale ou une anastomose avec une poche en J, là encore, les selles au début peuvent être très fréquentes, même voire incontinence fécale, etc., avec une certaine amélioration par la suite. Donc, vraiment, la question, elle est très vaste puisque ça dépend de la chirurgie initiale. L'idée, évidemment, mettons, surtout si on a une maladie de Crohn dont la résection a été courte dans l'intestin terminal, l'idée, normalement, devrait retourner à des selles, on devrait retourner à des selles normales. Oh. Parfait. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on dispose pour les questions aujourd'hui. Nous veillerons à transmettre les questions restées sans réponse aux orateurs à mettre à jour sur notre site web avec les informations tirées de leurs réponses. OK? Malheureusement, il y a juste un manque de temps. Alors, je vais donner la parole à Sabrine. Oui. Alors, merci tout le monde d'avoir rejoint. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez envoyer un courriel à learn@crohnsandcolitis.ca. Nous avons maintenant
nos dernières questions de sondage pour aujourd'hui. Comment évaluerez-vous votre connaissance actuelle de la chirurgie pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse? Donc, prochain slide. Mm. Faites-nous savoir comment nous étions et ce que vous aimeriez avoir abordé dans les prochains événements. Veuillez prendre pour 60 secondes à la fin de cette présentation pour donner votre avis. Un message apparaîtrait sur votre écran directement après cet événement pour nous inviter à remplir le questionnaire. Un grand merci à BG Communication pour l'interprétation simultanée en anglais pour cet événement. Si vous cherchez plus d'informations ou de soutien sur la vie avec une stomie, nous vous recommanderons de consulter le site web de la Société canadienne des personnes stomisées. Vous pouvez les joindre aux coordonnées présentes sur l'écran en ce moment même. N'oubliez pas de nous suivre sur nos canaux de médias sociaux pour rester au courant de nos prochains programmes. Si vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube à l'adresse GetGotsy Canada. Merci encore d'être venu ce soir et bonne soirée. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir. Bonsoir les docs. Bonsoir Bonne, Madame Leduc. bonne Bonsoir tout le soirée. monde. Monsieur Rouleau, Oui, je veux oui. juste vous dire, c'est mon époux, docteur Raymond Leduc. Ah, c'est vous, ça, Colette! J'ai déjà entendu parler de vous tellement depuis, ça fait 30 ans qu'il me suit. Ah, ben, vous direz bonjour à mon doc, Ray Leduc. Je l'adore, c'est... Je vais lui dire ça, là. Ah, ben là, mettez-en pas trop, là. Merci beaucoup. Je suis content de vous avoir rencontré. Merci. Bonsoir à tous. Bonne soirée, Bonsoir. merci à vous, au revoir. Pareil, au revoir tout le monde.